Voilà, très bien. Et on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Madame la Ministre, chère Delphine Batho. Donc, quelques mots d'accueil au nom du Centre interdisciplinaire de recherche sur l'écologie dont je suis responsable et de l'Association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement, qui est présidée par Henri Jaffeux, qui devrait nous rejoindre sans tarder et qui, s'il nous rejoint avant la fin de mon petit topo d'intro, dira également sans doute quelques mots. Donc, nous vous remercions conjointement et très chaleureusement pour votre présence et pour avoir accepté de jouer le jeu du principe de ces webinaires, dont je vais rappeler très rapidement le format. Donc, il s'agit d'un cycle de webinaires qui s'inscrit dans un projet plus large qui a été conçu à l'initiative du CIR et en partenariat avec la HPNE à l'occasion de l'année cinquantenaire de la création du ministère en charge de l'environnement en France, donc 1971-2021. Donc, c'est bien un projet qui est un projet partenarial entre le CIR et la HPNE, et qui est soutenu également, je tiens à le rappeler, par la Fondation AgroParisTech et par Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Alors, de quoi s'agit-il? Ce projet, en fait, consiste en une exposition en ligne qui est désormais accessible à une adresse que nous allons transmettre à toutes les personnes qui se sont inscrites. Et très rapidement, sur ce site internet d'exposition en ligne, on trouve de très nombreux contenus, à la fois l'enregistrement des présentes séances de webinaires présentes et passées, une frise chronologique détaillée et augmentée de visuels et de ressources. Vous trouverez également une carte permettant de géocaliser des événements qui ont marqué l'histoire du ministère et de l'action publique en matière d'environnement, mais également la géolocalisation des ressources, des sources en termes d'archives, qu'elles soient publiques ou privées. Et de ce point de vue-là, le site internet rend accessible un travail absolument monumental qui a été réalisé par Patrick Cavalier et la mission archive du ministère de la Transition écologique. Et puis sur ce site, on trouve également notamment des podcasts audio d'extraits d'ouvrages qui ont été publiés par d'anciennes ou d'anciens ministres de l'Environnement. Et donc, il s'agit d'extraits qu'on a sélectionnés dans le cadre d'un groupe de travail et qui sont lus à haute voix par des étudiantes, des étudiants, parfois même des enseignantes, chercheurs. Et parmi ces extraits, bien évidemment, vous trouverez des extraits de l'ouvrage que vous avez écrit, Madame la Ministre, qui s'appelle « Insoumise », qui est paru aux éditions Grasset en 2014, et où vous racontez ce qu'on représentait, vous racontez en réalité beaucoup plus que ça, mais ce qu'on représentait 1 an, 1 mois et 17 jours à la tête du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, entre le 21 juin 2012 et le 2 juillet 2013. Le 2 juillet 2013, ça, je pense que c'est une date qui vous a marqué, donc au sein du gouvernement Jean-Marc Ayrault II. Donc, le cycle de webinaires qui nous réunit aujourd'hui fait partie de cette exposition en ligne. Le site Expo va perdurer, je le précise, au-delà de l'année anniversaire 2021. Il s'agit d'un site pérenne, puisqu'il a vocation à constituer, donc à l'issue de cette année 2021, il a vocation à constituer un site vraiment ressource sur l'histoire du ministère et plus généralement sur l'histoire de l'action publique en matière d'environnement. Il faut savoir que le ministère actuel de la transition écologique a organisé un événement qui n'a pas vocation à perdurer, donc notre site remplira notamment cet office. Et donc, pour en revenir à nos webinaires, l'idée, c'est de permettre vraiment un échange entre étudiantes et étudiants, un échange approfondi avec d'anciennes et anciens ministres en charge de l'environnement. Donc, c'est vraiment un groupe d'étudiantes et d'étudiants qui ont préparé les séances d'une manière générale avec un binôme à chaque fois en charge plus spécifiquement d'un webinaire. On a déjà organisé 2 webinaires, le premier avec Bruce Lalonde, un deuxième avec Corinne Lepage, donc 3e séance aujourd'hui. Et on a préparé cela dans le cadre d'un groupe qui est très pluridisciplinaire, ou au moins bidisciplinaire, des étudiantes et étudiants dont les parcours croisent écologie d'une part et sciences politiques d'autre part,
puisque notre groupe se compose d'étudiants qui sont en général en fin de cursus, issus de formations plutôt Sciences Po, et en particulier Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, et d'autre part d'élèves ingénieurs AgroParisTech que nous formons à la science politique dans le cadre d'une spécialisation de dernière année qui s'appelle la dominante sciences politiques, écologie et stratégie, donc SPES comme acronyme. Et donc le binôme qui va être en charge de l'animation de la séance d'aujourd'hui est constitué donc de Camille Rode, qui est une diplômée de la DASPES dont je viens de parler à AgroParisTech, et Adrien Dezingue, qui vient de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et qui est actuellement en Master 2, Gouvernance, Transition, Écologie et Société. Nous avons prévu également pour le public un temps où vous pourrez également poser vos questions via le chat. Et c'est le groupe d'étudiants, c'est Julie, je crois, Julie Cointement, qui va se charger aujourd'hui de modérer et de relayer les questions qui seront posées via le chat. Donc, dans le format que nous avons prévu, ça devrait être la dernière demi-heure, donc entre 13h30 et 14h, qui sera consacrée aux questions du public relayées par Julie. Voilà, donc sans plus attendre, et sauf si Henri Jaffeux nous a rejoint, mais je ne le vois pas. Donc, bon, il y a dû y avoir un petit souci, je vous salue et vous souhaite la bienvenue également de sa part, de la part d'Henri Jaffeux qui devrait nous retrouver. Et si vous en êtes d'accord, Madame la Ministre, je vais laisser, vous laisser à présent échanger avec nos étudiants, Adrien et Camille. C'est à vous, Adrien et Camille. Merci beaucoup, Madame Blatrix. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui et tout particulièrement Madame Bateau. Merci de nous faire l'honneur d'être présente aujourd'hui pour cet échange. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer avec une première question. C'est une question qu'on a posée à tous les anciens ministres qu'on a rencontrés lors de ces webinaires. Donc, pour vous, en 2021, en fait, nous célébrons donc, les 50 ans du ministère de l'Environnement. Quel est votre ressenti sur l'évolution de ce ministère ? C'est-à-dire, en fait, il faut préciser la question. Eh bien, disons par rapport à votre propre expérience en tant que ministre. Si vous voulez, moi, je pense que le problème auquel est confronté ce ministère n'est pas une question d'ordre, comment dire, liée à son rang protocolaire, à l'ensemble des directions et des politiques publiques dont il est en charge, qui a évolué à travers le temps et qui s'est élargi à travers le temps et qui a fait l'objet de plusieurs remaniements. Ça renvoie à l'impossibilité, à mes yeux, de mener des politiques publiques écologiques fortes lorsque le reste de l'action gouvernementale ne va pas dans ce sens. Donc, en pratique, ce ministère, dans les interministériels, il est confronté à la problématique d'arbitrage contraire. Il a une voix qui porte moins, évidemment, que celle de Bercy ou du ministère de l'Agriculture. Et c'est d'abord un problème d'orientation politique générale des gouvernements successifs, de l'actuel, mais des précédents aussi, et donc de la place des enjeux environnementaux dans la feuille de route d'une politique gouvernementale globale. Et donc, c'est ce que j'ai traduit par le concept au sens politique du terme d'écologie intégrale, c'est-à-dire la nécessité que dans tous les domaines, toutes les politiques publiques intègrent la primauté des enjeux du vivant, des enjeux du climat, etc. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'il y a un affaiblissement très important des capacités de l'État au travers de la diminution des effectifs qu'a subi ce ministère, d'une logique d'externalisation en fait de l'expertise et donc d'affaiblissement de moyens humains qui sont un élément extrêmement important non seulement de l'élaboration des politiques publiques, mais aussi du contrôle, de la prévention notamment des
des risques, voilà, enfin tout ce qui relève de capacité d'expertise, qui sont des prérogatives très importantes de ce ministère, et qui est un de ceux qui a le plus perdu d'emplois au travers des processus de révision générale des politiques publiques, modernisation de l'action publique, etc., qui provoque en fait en son sein un malaise extrêmement important. Malaise donc lié à la perte d'effectifs, mais aussi à des réorganisations incessantes qui donnent le tournis aux agents et aux services, et qui donc sont un facteur d'affaiblissement supplémentaire. Très bien, merci. On a l'impression, dans votre politisation, que votre poste de ministre a été un gros électrochoc. On était sur les bancs de l'amphithéâtre Émile Boutmy à Sciences Po, dans votre conférence avec Monsieur Jancovici, et vous racontiez ce moment où on vous dit bon ben voilà, il va falloir diviser par 2 notre consommation d'énergie. Est-ce que c'est ce moment qui a fait que vous êtes passé de cette militante qui intègre le Parti socialiste, puis cette députée du Parti socialiste, à cette personne qui devient présidente de Génération Écologie 4 ans plus tard, enfin 5 ans plus tard même, après votre démission? Alors, à la fois oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on est aux premières loges de ce qui se passe dans l'exercice du pouvoir sur les enjeux écologiques, plus on se radicalise. C'est le sens un peu de votre question, parce qu'en fait, on voit en direct des blocages que l'on n'aurait pas pensé possibles. Vous voyez, moi, je n'imaginais pas que dans les 24 ou 48 heures, je ne sais plus, de ma nomination comme ministre de l'écologie, le Premier ministre aurait comme première question de savoir si j'avais eu le patron de Total au téléphone. Ou je n'imaginais pas que dans les secondes qui ont suivi l'annonce de ma nomination comme ministre de l'écologie, j'aurais un coup de fil d'Arnaud Montebourg pour me féliciter et me dire qu'il fallait qu'on fasse du gaz de schiste en France. Ça, c'est des choses, comment dire, la prégnance du productivisme et du poids des lobbies, etc., dans ma propre famille politique. Je n'étais pas naïve, hein, mais je ne pensais pas qu'elle était à ce point-là. Donc ça, c'est un élément de réponse. La deuxième, c'est que, attention, parce qu'en fait, moi, je suis dans ma vie et dans mes prises de conscience et mon parcours militant écologiste depuis l'enfance, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis nommée à ce poste-là, parce qu'en fait, le président de la République, qui s'avère être l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, avait failli, dans une période antérieure, me nommer secrétaire national à l'écologie du Parti socialiste, parce qu'il savait très bien quels étaient mes centres d'intérêt, mes convictions. J'avais beaucoup travaillé sur un certain nombre de sujets, comme par exemple celui des algues vertes. Dès que je suis devenue députée en 2007, j'ai été confrontée au problème des OGM dans ma circonscription. Donc, j'ai bataillé au Parlement, notamment sur les enjeux liés aussi à la biodiversité, à l'apiculture, aux pollinisateurs. Voilà, donc je n'étais pas, si vous voulez, quelqu'un qui débarque dans des sujets qui ne lui tiennent pas à cœur, auxquels elle ne connaît rien, etc. etc. Bon. Et peut-être d'ailleurs, c'est ce qui a surpris mes supérieurs hiérarchiques, parce que j'avais à la fois une conscience claire des enjeux et une conscience claire aussi de ce qu'est l'exercice du pouvoir, puisque j'avais vu de précédents gouvernements socialistes décevoir. Je les avais vus se morfondre dans comment dire, les dorures des ministères et l'apparat du pouvoir. Donc moi, je suis arrivée là avec une feuille de route en tête extrêmement claire et avec une énorme distance à l'égard de tout ce que sont les apparats du pouvoir, etc., dans le sens où je suis arrivée là avec une claire conscience du fait qu'être ministre, c'est occuper un contrat à durée déterminée,
avec des objectifs à atteindre, ce n'est pas un but en soi, ce n'est pas une situation en soi. Et donc, j'ai cette, comment dire, cette distance et ce recul, cette non-fascination, en fait, pour l'hôtel de Roquelaure, etc., donne une grande liberté, en fait. Voilà. Et ce qui donne une grande liberté, c'est aussi l'ancrage sur le terrain, de maintenir un contact permanent et régulier avec les citoyens. Et c'est vrai que j'aurais probablement pas dit ce que j'ai dit à RTL et qui a entraîné mon limogeage si je n'avais pas le samedi réuni mon comité citoyen en Deux-Sèvres où j'avais tous les retours de terrain, etc., sur ce que les gens ressentaient de la politique gouvernementale. En fait, le système institutionnel de la Ve République fait que pour exercer avec efficacité ce type de fonction, il faut lutter en permanence contre la coupure du pouvoir, en fait. Et c'est là aussi qu'il y a dans le fonctionnement de l'État des questions très, très importantes, parce que quand vous êtes ministre de l'écologie, très concrètement, les problèmes vous remontent, pas par votre administration. Petit problème de connexion. Vous nous entendez? Sur les risqués en tant que ministre et responsable politique. Ouais. Ah, ok, on vous a récupéré. Non, ça m'a dit que ma connexion est instable. Oui, donc, j'étais en train de vous... Là, ça marche ou pas? Oui, ça marche. Oui. Ouais, j'étais en train de vous raconter que, en fait, quand vous êtes ministre de l'écologie, les infos sur les plus gros problèmes politiques qui risquent de vous sauter au visage ne vous remontent pas par les services, ce qui est un problème. Par ailleurs, à mon avis, comparable dans tous les ministères. Donc, c'est plus lié au système institutionnel très vertical dans lequel on est. Qui est ce que j'ai appelé le syndrome du tout va très bien, Madame la Marquise. Mais donc, en fait, les alertes, vous les avez par les associations, par les élus, par la presse, mais pas par votre administration. J'aimerais poursuivre justement sur ce sujet. Il n'y a pas de bottom-up, en fait, vous voyez. Donc, je peux vous prendre 1001 exemples qui ne sont pas très drôles, mais par exemple, c'est José Bové qui m'a appris que l'État, mon ministère, était attaqué en justice par les compagnies pétrolières sur la loi sur la fracturation hydraulique. C'est France Nature Environnement qui m'a prévenu que le préfet du Tarn était en train de vouloir autoriser le barrage de Sivins, alors que j'avais mis en place un moratoire interdisant complètement la construction de ce type d'ouvrage, et je peux vous faire une liste longue comme le bras. J'aimerais simplement poursuivre sur ce sujet. Donc, en juillet 2013, effectivement, vous évoquez votre déception quant aux coupes budgétaires visant tout particulièrement le ministère de l'écologie. Et donc, peu de temps après, le gouvernement a mis fin à vos fonctions. Qu'est-ce que ça révèle finalement, cet événement, selon vous? Est-ce que ça a été votre plus grande déception lors de l'exercice de votre fonction? Quoi, le budget, ou je ne comprends pas? Non, le fait que vous ayez été limogé, justement. Bah, moi, j'ai assumé un désaccord, en fait. Et je ne le regrette pas du tout. Je le regrette vraiment pas du tout. Donc, mais est-ce que de fait, ça constitue peut-être votre plus grande déception au sein de... quand vous occupiez cette fonction? Je ne comprends pas votre question. La réduction du budget, est-ce que le fait que le budget soit réduit, votre désaccord, est-ce que c'est votre plus grosse déception en tant que ministre? Non. Non. Non, mais en même temps, elle résume bien tout le reste. Parce qu'à un moment donné, la vérité d'une politique publique se matérialise par les choix budgétaires. En fait, si vous voulez, il y a ce qui est apparu publiquement, et puis il y a ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Donc, en fait,
Il y a à la fois donc, une sanction budgétaire du ministère de l'écologie, je veux dire le ministère qui subit le plus de coupes budgétaires, etc., qui est quelque chose de lunaire, et qui visait à maltraiter la ministre de l'écologie qui était, excusez-moi, je vais parler de façon un peu triviale, mais qui était une emmerdeuse sur de nombreux dossiers, et des dossiers lourds et sensibles. Donc, c'était aussi une forme de sanction politique au travers du fait de faire -7 sur l'écologie. Mais en fait, le matin du jour où j'ai été limogée, il y a l'arbitrage sur la taxe carbone. Et je n'accepte pas le cumul, -7 pour l'écologie, et le fait que soit créée la taxe carbone pour financer le CICE. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont le gouvernement engage la création de la taxe carbone n'a rien à voir avec des motifs écologiques. En fait, c'est pour aller chercher une nouvelle recette fiscale pour les entreprises. Donc, pour prélever sur les ménages au bénéfice des entreprises. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, et ils savent que je vais mener la bataille politique sur cette question de façon publique. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle il vaut mieux se débarrasser de moi le plus rapidement possible. Et donc, dans cette réunion qui est le matin à Matignon, je leur dis qu'il va y avoir un mouvement des Gilets jaunes, donc ça s'est produit, ce que je leur ai dit à ce moment-là, c'est produit plus tard, mais que ça ne passerait pas dans le pays, en fait, que c'était profondément injuste, et que, donc à mes yeux, un gouvernement de gauche ne pouvait pas faire ça. Donc il n'y a pas que l'histoire du budgétaire. Il y a aussi le choix fiscal qui est dans les tuyaux à ce moment-là. Moment où, par ailleurs, le débat national sur la transition énergétique que je conduisais montrait qu'il fallait rajouter entre 15 et 25 milliards par an supplémentaires dans la transition énergétique. Et donc, vous voyez, baisse du budget, création de la taxe carbone, mais pas pour en affecter les recettes à l'écologie, ni aux compensations sociales par rapport à la précarité énergétique, et non-investissement, alors que les conclusions sont très claires sur la nécessité d'investir, en particulier dans les travaux d'efficacité énergétique et de rénovation énergétique des logements. Ça fait beaucoup. Justement, sur cette question de l'énergie, lorsque vous étiez ministre, le débat national sur la transition énergétique a eu lieu, et vous expliquez dans votre livre que le lobby nucléaire, finalement, n'a pas facilité la mise en place de ce débat. Or, dans l'actualité, en ce moment, on constate un retour en force du nucléaire, donc atout clé de la lutte contre le dérèglement climatique pour certains. Pour d'autres, c'est une absurdité. Néanmoins, le nucléaire, il semble aujourd'hui s'imposer aux citoyens français sans réelle possibilité de débat. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que finalement, on en est un peu au même point qu'en 2013? On en est exactement au même point. Ce qu'a montré, il y a d'ailleurs un article dans Le Monde de cet après-midi, ce qu'a montré tous les scénarios et expertises du débat national sur la transition énergétique, c'est qu'il n'y a aucun chemin qui permet à la France d'atteindre ses objectifs climatiques sans commencer par la décroissance énergétique, enfin sans commencer par la réduction de la consommation d'énergie. C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'en 2013, puisque énormément de temps a été perdu et qu'on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre alors 57 ou 65% selon la façon dont on compte, entre maintenant et 2030. Il n'y a aucune option qui permette d'atteindre un tel objectif sans réduire la consommation d'énergie. Les nouveaux réacteurs nucléaires dont parle Emmanuel Macron, s'ils voient le jour en 2045, ce qui est déjà pas sûr, et puis en plus à quel coût, etc., vous voyez bien qu'ils ne rentrent pas dans cette équation, en fait, des moins 55 ou moins 65 entre maintenant et 2030. Et en fait,
le débat sur la sobriété énergétique, en fait, il est occulté par les arrière-pensées sur sa conséquence sur le nucléaire. C'est ce que je racontais dans mon livre. C'est-à-dire qu'il y a un enfermement du débat sur les moyens de production électrique qui aboutit à des confusions énormes dans le débat public, puisque vous avez plein de Françaises et de Français qui croient que la principale source d'énergie en France, c'est du nucléaire. Et déjà, ça occulte complètement le fait que 2/3 de l'énergie consommée en France, ce sont des énergies fossiles. Voilà, ça emprisonne le débat en fait sur la question des moyens de production et en occultant évidemment la question essentielle de la quantité d'énergie consommée. Donc oui, on en est à peu près au même point. Je vais rebondir tout de suite, mais simplement à tous les participantes et participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans la discussion. On les posera à la fin de nos questions à nous, dans une demi-heure à peu près, un peu plus. Justement, à ce propos, on parle de sobriété énergétique en partie pour faire face à ce problème. Mais vous avez introduit de manière un peu plus audible l'idée de la décroissance. Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept? Pourquoi est-ce que vous le défendez, vous, en ce moment, et comment est-ce qu'on peut engager ce processus de décroissance en France? Est-ce qu'il n'y a pas trop de freins, vous qui avez été au ministère de l'écologie simplement sur des sujets, alors qu'on valorisait la croissance verte à l'époque, c'était déjà difficile de faire entendre la voix de l'écologie. Alors, demain, comment est-ce qu'on peut mettre en place une décroissance? Alors, d'abord, de quoi on parle? On parle de la décroissance de la consommation d'énergie et de matières premières. Je pense que c'est important de le préciser. C'est-à-dire qu'en fait, la décroissance, elle est basée tout simplement sur la reconnaissance des limites planétaires. Et à mes yeux, c'est d'ailleurs le cœur du débat. La reconnaissance ou le déni des limites planétaires est en vérité le véritable clivage aujourd'hui qui fait de la question écologique une question structurante. Notion d'ailleurs de limite planétaire qui est maintenant intégrée dans le ministère, dans son panorama de l'environnement, etc. Et le ministère lui-même commence à l'entériner comme étant la façon dont il faut regarder là où on en est. Donc en fait, la décroissance, c'est très simple. L'objectif, c'est de revenir au respect des limites planétaires. En termes de consommation d'énergie et de matières premières. Comment on fait? Ça suppose d'abord de changer de boussole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les politiques publiques, le budget de la France, il est basé sur une boussole qui est le PIB et la volonté d'augmenter le PIB. Donc une politique de décroissance, ça passe d'abord par le fait de changer d'objectif et de changer de boussole et de prendre pour boussole les limites planétaires, mais aussi de nombreux critères comme un certain nombre de pays commencent à le faire, c'est-à-dire par exemple de baser la loi de finances et l'objectif des politiques publiques sur des critères d'empreinte carbone et de ce qu'on appelle santé sociale. Donc la santé sociale, ça rassemble un certain nombre d'indicateurs comme évidemment la pauvreté, le nombre d'emplois, l'état de santé de la population, la satisfaction au travail, etc. Il y a des travaux très fournis là-dessus, mais on ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique et préserver le vivant en continuant de courir après l'augmentation de la croissance économique qui, par ailleurs, depuis une trentaine d'années maintenant, n'est plus synonyme d'amélioration des conditions de vie, mais au contraire d'aggravation des inégalités. Donc, c'est ça une politique de décroissance. Et c'est tout à fait faisable. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la décroissance énergétique, la première priorité, c'est de réduire les consommations. Donc, c'est toute la question de l'éradication des passoires thermiques et de la sobriété et de l'efficacité énergétique dans les logements. Et là, on voit bien de façon contre-intuitive que les investissements dans ce domaine sont source d'activité et de création d'emplois. On peut prendre un autre exemple qui est la transformation du modèle agricole. Donc, la décroissance appliquée
à l'agriculture, ça veut dire plus d'emplois agricoles, en fait, parce qu'on est dans une situation où on n'arrête pas de perdre des fermes, d'avoir une logique d'agrandissement des exploitations, de plafonnement par ailleurs de la productivité agricole, et que le changement de modèle, enfin en moyenne, on voit bien qu'une exploitation, par exemple en agriculture biologique, elle a plus d'emplois à l'hectare que de l'agriculture industrielle productiviste telle qu'on la connaît aujourd'hui. Une politique de décroissance en ce qui concerne la sortie des énergies fossiles, elle a une problématique très forte de reconversion industrielle par rapport aux deux principales filières sur lesquelles l'économie française est assise, à savoir l'aéronautique et l'automobile, mais qui sont des filières qui ont un haut degré de compétences et de savoir-faire qu'il faut déployer vers de nouveaux horizons. Mais par exemple, l'aéronautique aujourd'hui qui continue de miser sur l'augmentation par 2 du trafic aérien entre maintenant et 2035, c'est juste la négation totale des limites planétaires. Et en fait, ça, c'est dangereux. C'est-à-dire que l'aveuglement, de croire qu'on peut continuer comme avant, qu'on peut continuer à vouloir, par exemple, faire croître le trafic aérien, c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a toujours un moment de retour au réel. Donc là, on l'a vécu de façon temporaire, par exemple, avec la mise à l'arrêt du trafic aérien avec la pandémie. Mais en fait, on l'a vécu dans l'automobile sur la filière diesel. Vous voyez l'obstination qu'il y a eu à ne pas prendre en considération les problèmes du diesel a contribué à maintenir des outils de production industrielle fabriquant des moteurs diesel. Et quand tout d'un coup, donc quand au lieu, si vous voulez, de négocier le virage avec une maîtrise et une chose organisée dans le temps, bah, tout d'un coup, les Français n'achètent plus de diesel parce que ça y est, ils ont compris que c'est polluant, puis que l'UFC Que Choisir leur a expliqué qu'en fait, c'était un mauvais plan du point de vue économique d'acheter du diesel, et qu'en fait, le coût kilomètre à l'usage était plus élevé que ce qu'on leur racontait, etc. etc. Bah, tout d'un coup, les gens n'achètent plus de diesel, et donc tout d'un coup, les usines dont on aurait pu organiser la décroissance progressivement, en fait, se retrouvent dans la situation de Bosch à Rodez, c'est-à-dire avec une situation sur le plan industriel et sur le plan de l'emploi qui est extrêmement difficile à gérer. J'aimerais juste rebondir et terminer sur ce sujet de la décroissance et de la sobriété énergétique, avec le fait qu'on doit effectivement diminuer notre consommation d'énergie en France, la diviser par 2. Mais comment faire valoir cela auprès des Français qui sont soit en situation de précarité énergétique, bon, certes, on peut imaginer qu'il y a un système d'aide pour rénover les bâtiments, etc. Mais il y a aussi les Français qui sont dépendants de l'énergie pour se déplacer. Où il n'y a pas de transport en commun, où on est obligé d'utiliser la voiture, qu'elle soit thermique ou électrique. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là? Ben, en fait, moi, je ne parle pas de la décroissance des pauvres, en fait. Quand on parle de décroissance, c'est au niveau macroéconomique global, à l'échelle de la société. Donc, ce n'est pas le ménage qui est à 6 tonnes de CO2 par an, même habitant dans un territoire rural et même devant prendre la bagnole tous les jours pour aller travailler, situation que je connais bien en Deux-Sèvres, dont on parle en premier. On parle plutôt des modes de vie qui sont à 30 tonnes, 20 tonnes de CO2 par an. Donc, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, dans le débat public est mis en avant la situation des catégories populaires et des ménages les plus modestes comme une espèce de bouclier pour ne rien faire, pour protéger des modes de vie consuméristes qui sont ceux de catégories beaucoup plus aisées de la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il n'y a aucun schéma de neutralité carbone pour la France sans se reposer la question de l'aménagement du territoire et de l'éloignement de tout. En fait, on a organisé l'ensemble du territoire autour de la bagnole. On est complètement dans la civilisation de la bagnole. On habite loin de là où on travaille, où on doit, même pour faire les courses, c'est plus dans le centre-bourg, il faut aller au rond-point qui est à l'extérieur de la ville, etc. Et donc là-dessus, je vous renvoie aux travaux du Forum Vie Mobile,
notamment à ce qu'ils ont publié dernièrement, qui s'appelle « Pour en finir avec la vitesse », qui montre très bien comment en fait, toute cette organisation du territoire a dégradé la qualité de vie des gens. Parce que, outre le coût de l'essence pour le pouvoir d'achat, c'est un sujet d'actualité en ce moment, c'est un temps perdu considérable. C'est-à-dire qu'en fait, en pensant qu'on pouvait aller plus vite, on a allongé les distances et donc, en fait, on perd du temps. Et du coup, par rapport à votre question, derrière laquelle il y a la question sous-jacente de comment entraîner les gens dans un changement des modes de vie, en fait. Ce changement des modes de vie, on a à y gagner. De plus passer 1 heure dans les transports le matin et 1 heure dans les transports le soir, on a à y gagner en termes de qualité de vie, en termes de temps passé avec ses enfants, en termes de possibilité de faire d'autres activités, etc. etc. Donc, il y a vraiment une question importante de comprendre que le changement des modes de vie, ce n'est pas quelque chose qui relève de la simple action à l'échelle individuelle. Donc, en fait, tous les travaux sur le climat, notamment je renvoie à l'étude de Carbone 4, montrent bien que si toutes les Françaises et les Français adoptaient le mode de vie le plus écologique possible, on n'aurait fait que 25% du chemin. C'est-à-dire que 75% du chemin dépend des décisions de l'État et des règles que l'État fixe aux entreprises. Et donc, moi, c'est ça dont je parle quand je parle de décroissance. Je ne parle pas d'enquiquiner l'habitante ou l'habitant des Deux-Sèvres qui est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler. Très bien, Très merci bien. beaucoup. J'aimerais poser une question sur votre parcours politique, mais plus largement une question même sur le parcours politique de l'écologisme. Donc, simplement, donc, vous nous avez rappelé tout à l'heure que voilà, vous avez toujours eu cette fibre écologiste, mais vous avez commencé votre carrière politique au Parti socialiste. Pourquoi à cette époque pas les Verts plutôt que le Parti socialiste ou un autre parti écologiste, même si ils ne sont pas nombreux à l'époque? Et puis, chemin faisant, le PS vers le déclin. En 2018, vous le quittez et rejoignez Génération Écologie, dont vous êtes la coordinatrice nationale. C'est l'équivalent de la première secrétaire en langage PS. Mais à nouveau, on a l'impression que vous n'êtes pas forcément en phase avec le parti. Pour rappel, simplement, celui-ci, il est fondé en 1990 par des personnalités comme Brice Lalonde, Corinne Lepage ou Jean-Louis Borloo, qui sont loin d'aborder l'écologie sous le même angle que vous, peut-être beaucoup plus productiviste, loin de la décroissance que vous proposez. Cette année, pareil, lors de la primaire écologiste, votre porte-parole, c'était Cédric Villani, ancien membre de La République En Marche, pas forcément connu non plus pour ses positions décroissantes. Et aujourd'hui, vous êtes porte-parole de la campagne de Yannick Jadot à la présidence de la République, qui lui présente sa candidature à la présidence de la République, qui est beaucoup plus libéral, comme il a pu le dire de lui-même à un certain moment. Alors, ma question, c'est quelle est la logique à tout ça? Faut-il encore que l'écologie politique, faut-il encore que vous fassiez des ponts avec des partis politiques, des forces politiques plus libérales, plus capitalistes, plus productivistes? Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Ça fait beaucoup de questions. Je ne les ai pas notées. Hein. Bon, Oui, d'abord, oui. moi, je n'ai pas commencé au Parti socialiste. Oui, Moi, oui, c'est vrai. Non, c'est important. Mm. Je suis une militante associative. Moi, je commence à militer dans les combats de la jeunesse des années 80, donc contre l'apartheid en Afrique du Sud, contre le racisme, pour le droit à l'éducation, pour les droits des lycéens, etc. etc. Et c'est en fait ce militantisme associatif qui me conduit ensuite à adhérer au Parti socialiste, mais pour le changer. C'est-à-dire qu'en fait, je n'aurais jamais adhéré au Parti socialiste si ce n'était pas pour rejoindre un groupe à l'intérieur du Parti socialiste à l'époque qui voulait changer le Parti socialiste, le rendre féministe, écologiste, ouvert à la jeunesse, etc. etc. Bon. Ce que j'ai essayé de faire avec d'autres pendant des années, avant de faire progressivement le constat qu'il y avait un blocage, en fait. Et ce blocage renvoie, qu'on le veuille ou non, à la question du logiciel productiviste. Parce qu'en fait, sur notamment la question féministe, c'est la même question qui est derrière. Voilà, donc ça pour bien situer les choses. Après, la deuxième question, c'était quoi? C'est sur Génération Écologie? Ouais, c'est ça.
Donc, Génération Écologie, effectivement, a été créée il y a longtemps et dotée aujourd'hui d'une nouvelle équipe avec une nouvelle orientation qui est l'orientation qui découle des données scientifiques de maintenant. Et s'il y a une caractéristique historique de Génération Écologie qui est importante, c'est celle de l'implication dans sa création, dans ses orientations de scientifiques. Je pense en particulier à Haroun Tazieff. Je vous invite à regarder, pour ceux qui n'ont pas déjà vu, l'extrait apostrophe de la confrontation entre Haroun Tazieff et Cousteau sur le réchauffement climatique. Donc, en fait, nous, nos travaux et nos orientations découlent de ce que disent les rapports du GIEC, les rapports de l'IPBES d'aujourd'hui. Et pour moi, leur conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait, si on veut éviter des effondrements, il n'y a pas d'autre solution que la décroissance. Et donc, pour moi, ce n'est pas incohérent, en fait, avec ce qui a été historiquement Génération Écologie, même si Brice, que je crois vous avez auditionné, ensuite, lui, il est devenu beaucoup plus libéral, etc., mais c'était après. Et pareil, donc, en ce qui concerne Cédric Villani, c'est un scientifique. Et donc, Cédric Villani, c'est quelqu'un qui sait lire les rapports du GIEC et qui sait en tirer des conséquences, en fait. Il est, je pense, comme beaucoup de gens en France, il avait sincèrement cru que l'actuel président de la République avait la volonté de secouer le cocotier, de créer des majorités d'idées, de faire bouger la France, etc., etc. Et puis, il a rencontré une déception forte qui l'a amené à rompre, en fait, avec la majorité parlementaire actuelle, ce qui est un choix courageux, mais qui n'est pas surprenant venant de quelqu'un qui est structuré par la science et qui est structuré aussi par une autre dimension qui est la sensibilité, en fait, au bien-être animal et à toute la philosophie du rapport entre l'humain et l'animal et la nécessité de transformer profondément notre rapport au vivant et donc de sortir du logiciel d'une espèce humaine supérieure à l'ensemble du vivant qui aurait le droit de le maltraiter, de le dominer, de l'exploiter, etc. Et Cédric Villani est vraiment très, très profondément, il a lu tous les auteurs sur le sujet, mais depuis toujours, hein, donc il est vraiment très engagé sur cette cause qui explique aussi son cheminement vers l'écologie. Peut-être j'ai oublié des questions. Le dernier point, c'était sur votre collaboration avec Yannick Jadot maintenant. Ben, moi, je sais que dans une campagne présidentielle, on va à l'essentiel. Donc, l'idée de la décroissance n'est pas mise ni entre parenthèses, ni au placard. Nous continuons avec Génération Écologie de travailler dessus et de vouloir travailler un peu à la question qui était abordée au début de l'entretien sur comment on fait, quelle crédibilité ça peut avoir, etc. Et parallèlement, je sais qu'on est dans une échéance électorale immédiate où il y a un seul candidat de l'écologie et il y a un seul candidat qui incarne cette cause. Et moi, je suis totalement engagée à ses côtés, sans la moindre hésitation. Voilà. Les écologistes au pouvoir, vous supprimez le ministère de l'Environnement? Je le mets à Bercy, moi, mais il faut encore que j'en convainque Yannick. Je pense que symboliquement, si vous voulez, installer le ministère de l'écologie dans les locaux de l'actuel ministère de l'économie et des finances signifierait beaucoup de choses. Voilà. Ça peut paraître anecdotique, mais dans la géographie du pouvoir, ça ne l'est pas tout à fait. Je ne crois plus tellement, si vous voulez, on sort d'années et d'années quand même après le Grenelle de l'environnement où la question de l'importance des politiques publiques pour l'écologie ont beaucoup été résumées à la question du périmètre du ministère, du rang protocolaire du ministère. Donc le sens de ce que je dis n'est pas d'ajouter la question des locaux occupés par le ministère,
même si le fait que dans ce ministère, les ministres sont à un endroit et les services sont à un autre est pas anecdotique en fait. C'est pas juste quelque chose qui est anecdotique. La question principale, c'est Matignon et l'Élysée en fait. Merci beaucoup. J'aimerais poursuivre sur quelque chose avec une prise de recul un peu et travailler sur l'international. La COP26 qui s'est tenue donc, le mois dernier, elle présente malgré de petites avancées assez peu de résultats convaincants. Donc finalement, que peut-on attendre des COP pour limiter effectivement le dérèglement climatique et ses conséquences? On commence un peu à en douter. Mais parce qu'en fait, le cadre est vicié. Donc, heureusement qu'il y a un cadre multilatéral. Ça, pour moi, ça ne souffre pas de discussion. Le problème, c'est de réformer le texte de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, dont l'alinéa 5 de l'article 3 dit qu'on a le droit de rien faire, en fait. Puisque l'alinéa 5 de l'article 3, il dit qu'on n'a le droit de prendre aucune décision pour le climat qui puisse contrarier l'extension du commerce international et donc la croissance économique. Donc, il y a un problème dans les règles du jeu des COP. Même si c'est le seul cadre multilatéral qui existe et donc il peut pas être question de le quitter, mais il peut pas être question non plus de s'en satisfaire. Et donc on voit que pourrait émerger ce qui a commencé un peu avec la logique des appels de pays pour ceci ou pour cela, une logique de pays pionniers ou de pays volontaires qui de façon unilatérale s'engage dans l'action, parce que si on attend que la Russie, l'Arabie Saoudite et je ne sais qui soient d'accord pour sortir des énergies fossiles, c'est pas demain la veille. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait une question sur les entreprises des énergies fossiles, mais je crois que c'est dans les trucs écrits, donc on verra plus tard. Voilà. La deuxième chose qui est frappante, c'est qu'il n'y a plus vraiment de locomotive, hormis... Enfin, il y a une espèce de co-gouvernance États-Unis-Chine dans laquelle l'Europe et la France ont singulièrement disparu des écrans radars. Et en fait, la diplomatie française s'est complètement désengagée de la diplomatie climatique alors qu'on avait pris et acquis nos galons avec la COP21 et avec l'accord de Paris sur le climat. Dont tout le monde, je veux quand même le rappeler, dont tout le monde disait que ce serait impossible et que c'était impossible. Ça se comptait sur moins que les doigts d'une main le nombre de personnes qui ont œuvré à convaincre François Hollande qu'il fallait prendre le risque d'accueillir la COP21 à Paris et qu'il était possible d'arracher un accord. Sur la question du jeu géopolitique, justement, la décroissance, comment est-ce que la France décroissante fait pour exister géopolitiquement? La première priorité, c'est la sortie des énergies fossiles. Donc, c'est le traité international de non-prolifération des énergies fossiles. Ce que je veux dire, c'est que ça passe par un chemin concret. La question première est la sortie des énergies fossiles, de laisser les fossiles dans le sol. Et la France n'a aucune crédibilité en la matière, puisque les aides à l'export, à l'exploitation des énergies fossiles ont augmenté de 17% en 3 ans et qu'elle mobilise sa diplomatie de façon extrêmement active en appui au projet de Total partout dans le monde. Donc, en fait, il n'y a pas de force diplomatique aujourd'hui de la France sur cette question, parce que tout le monde sait quelle est la réalité de sa politique. Et militairement? Militairement, c'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que dans une politique de décroissance, il y a l'idée de perdre en puissance économique, mais peut-être aussi en puissance tout court. Et donc, comment est-ce que la France fait pour continuer de participer au jeu géopolitique, mais sur d'autres questions, sur d'autres champs diplomatiques?
Alors moi, je crois au contraire que la sécurité du monde passe par la décroissance et notamment l'arrêt des énergies fossiles. Quand on regarde là où sont aujourd'hui les déstabilisations géopolitiques et les conflits, on est dans une... déjà les conséquences en fait des bouleversements en cours, notamment sur le front du climat. Les spécialistes expliquent d'ailleurs très bien que par exemple la notion de réfugié climatique est vraie, mais n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait dans les parcours et les déstabilisations, les famines, etc., s'additionnent plusieurs facteurs. Donc, par exemple, au point de départ, il peut y avoir une sécheresse qui entraîne les gens à bouger, qui entraîne ensuite des déstabilisations politiques et qu'en fait, les choses se cumulent et s'additionnent. Mais moi, je crois au contraire que la sécurité et la paix dans le monde passe par l'arrêt de cette fuite en avant destructrice. C'est d'ailleurs la montée des tensions internationales actuelles sur le plan militaire, mais sur le plan aussi commercial, et déjà qui peut être lu comme une période d'accumulation des forces de guerre, hein, et déjà une compétition entre grandes puissances pour l'accaparement des ressources, et notamment des ressources stratégiques. Donc ça nous mène dans le mur, cette logique-là. Voilà, donc après, je ne sais pas quels sont les sous-entendus de la question. Peut-être aussi si simplement il n'y a que la France qui décroît ou que l'Europe, si il y a une dynamique européenne, qu'est-ce qui se passe s'il y a qu'un mouvement décroissant localisé et qui comprend pas le reste du monde, les autres partenaires internationaux? Je souscris pas à cette argumentation, en fait. Par exemple, la relocalisation de notre production. Par exemple, le fait qu'on mette fin aux importations de soja OGM en France pour nourrir notre bétail et de se faire complice de la destruction de la forêt amazonienne. Quel problème c'est quoi en fait le sous-entendu de la question? Bah, c'est de rompre des accords commerciaux. On avait au 19e siècle, par exemple, les guerres de l'opium dues au fait que la Chine ne voulait plus acheter certaines productions du Royaume-Uni. Et donc, on a des grosses guerres, des conflits géopolitiques. Est-ce que si on arrête d'aller chercher des On n'est quand même exportations... pas obligé d'importer du soja OGM en France, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas ces risques-là? Enfin, la Chine n'était pas obligée d'acheter de l'opium non plus. Enfin, elle était obligée après militairement, par la contrainte. Non, moi je crois qu'on n'est pas obligé de, en permanence, aggraver, augmenter notre empreinte carbone et qu'on a le droit de vouloir la réduire. Ok. Et de jouer un rôle moteur parce qu'on n'est pas tout seul. Je veux dire, il y a quand même d'autres pays qui sont en train, pour certains, de faire des choses même plus sérieuses que nous. Donc, c'est évident qu'il y a une confrontation avec la logique destructrice, mais moi, je ne considère pas qu'on soit obligé de la suivre. Et on est quand même actuellement dans une situation où l'Europe, qui est quand même, avec tout ce qu'on connaît des problèmes intérieurs à l'Europe et tous les pays qui freinent des cas de fer, où l'Europe est plus allante que la France aujourd'hui pour le climat. Le Green New Deal européen est plus allant que la politique française en la matière. Donc, on a beaucoup d'alliés potentiels. L'Allemagne va être plus allant que la France. C'est d'ailleurs un point qu'on pourrait discuter sur la question du poids européen en fait, de la France, qui est une question extrêmement importante, qui renvoie aussi à notre système institutionnel. En fait, il existe des marges de manœuvre européennes considérables qui ne sont pas exploitées. L'expérience que je retire, moi, c'est que vraiment au niveau européen, quand on veut, on peut. Quand la France met son énergie à faire la tournée des capitales européennes, à créer des relations
avec les ministres des autres gouvernements, etc., on arrive à faire bouger les choses et à obtenir des décisions. La réalité, c'est qu'il y a un désengagement considérable de la France à l'échelle européenne, que les ministres considèrent qu'on s'ennuie quand on va au Conseil européen et que ça n'a aucun intérêt pour la com en France, et donc le travail n'est pas fait. Le travail n'est pas fait. Aujourd'hui, vous avez de nombreux rapports parlementaires sur, en gros, l'effondrement de l'influence française dans les institutions européennes qui disent une réalité. Et il y a énormément de marge de manœuvre aujourd'hui dont on ne se saisit pas. Il y a une possibilité de créer des coalitions d'action sur de très nombreux sujets qui peuvent faire bouger les institutions européennes. Ce n'est pas vrai que tout a été essayé, qu'on subit, etc. etc. Ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et par rapport à 2013, quand vous étiez en fonction, ça c'est quelque chose qui était déjà présent ou est-ce que c'est plutôt ce qu'on constate actuellement? Ben moi, j'ai passé énormément de temps dans les négociations internationales et au niveau européen. Donc, ça m'était reproché parce que du coup, je ne faisais pas assez de com, gna, gna, gna. Mais ça marchait en fait. D'abord, on avait fait une coalition avec l'Allemagne sur la transition énergétique, donc qui a fait hurler effectivement la filière nucléaire en France, puisqu'il fallait soi-disant ne rien faire avec l'Allemagne à cause du nucléaire. On avait 13 ministres qui avaient donc 13 pays engagés pour un prix du carbone dans une espèce de zone euro du carbone à l'échelle européenne. On avait des positions allantes sur les COP et sur le climat. Et par ailleurs, dans le fait d'aller voir la Commission européenne. Bon, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais que je peux vous raconter. J'ai sauvé le tarif de rachat de l'éolien terrestre. Alors, ça peut paraître un dossier complètement... En fait, le tarif de rachat de l'éolien terrestre allait être annulé par la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, les services du ministère me disaient que ça allait être une catastrophe, que toute la filière éolienne française allait s'écrouler par terre et qu'on ne pouvait rien faire, etc. etc. Et donc, je leur ai dit, bah, on va aller voir le commissaire européen et puis on va en fait, ce qu'on va faire, c'est que sans attendre la décision de la Cour de justice européenne, on va créer une nouvelle décision avec un nouveau tarif de rachat et on va le déclarer à la Commission européenne pour que la Commission européenne nous le déclare comme aide d'État compatible. Comme ça, même si le tarif d'avant, il tombe, on aura déjà une sécurité juridique, quoi. Et en fait, les directions du ministère pensaient qu'on n'y arriverait jamais, etc. Donc, je vais à Bruxelles voir le commissaire européen à la concurrence, Almunia. Et donc, il me reçoit dans son bureau et en fait, il dit oh, la ministre française, que c'est rare de voir un membre du gouvernement français. Je ne sais pas ce que vous allez me demander, mais quoi que ce soit, je vais dire oui, parce que vous êtes venu me voir. Vous savez que le ministre allemand, il dort devant mon paillasson. Voilà, je vous raconte l'anecdote parce qu'en fait, le boulot n'est pas fait aujourd'hui à l'Europe. Et quand il y avait eu la présidence, nous, on était après la présidence française de Sarkozy. Et en fait, quand il y a eu la présidence française de Sarkozy, tous les services de l'État, enfin la France avait énormément investi, les institutions européennes étaient au clair sur tous les dossiers en cours, etc. En fait, quand ça s'est arrêté, les différents fonctionnaires sont retournés chacun dans leur... on n'a pas capitalisé, en fait, même en termes de technicité des dossiers, de suivi, etc. etc. quoi. C'est comme si, si vous voulez, on s'investissait dans les affaires européennes de façon temporaire, chaque fois qu'il y a une présidence française. Puis après, on arrête, on oublie. Donc, il y a une vraie question sur l'investissement dans les institutions européennes et l'ambiguïté avec laquelle les gouvernements jouent en permanence, de dire que c'est la faute à Bruxelles. Alors que Bruxelles,
c'est le Conseil, et le Conseil, c'est avec la voix de la France. Donc, c'est la défausse, en fait, sur le dos de l'Europe, fait beaucoup, beaucoup de mal. Voilà. Très Merci bien, beaucoup. merci. On va, nous arrêter de travailler et on va laisser travailler les personnes du chat. On va commencer par une question d'Axel de Sèvres qui demande est-ce qu'il y a un changement entre l'écologie du gouvernement Hollande et l'écologie du gouvernement Macron? Oui. Il y a d'abord eu une période de continuité. Donc, il y a d'abord une période de continuité, c'est-à-dire que le début du quinquennat Macron, il commence dans la même logique que celle du quinquennat Hollande, qui est la logique des affichages. On annonce des plans, on annonce des objectifs, et puis on ne les tient pas. Et il y a un tournant, je pense, en tout cas dans le sens politique, il y a un premier tournant qui est le refus de tenir la promesse sur le glyphosate et le refus d'inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi, qui est un premier moment de rupture. Et il y en a un deuxième, évidemment, ensuite, avec le piétinage, balayage en race campagne des propositions de la Convention citoyenne. Et puis, l'ultime, c'est la loi sur le retour des néonicotinoïdes. Parce que jusque-là, ce qui pouvait être reproché au gouvernement et à la présidence Macron, c'est le fait de ne pas agir, de ne pas prendre les bonnes décisions. Mais là, on bascule dans autre chose qui est le fait de reculer, de revenir en arrière et de remettre en cause des avancées, ce qui a été le cas aussi en matière de droit de l'environnement, donc qui est très important pour le ministère de l'écologie, mais donc toutes les choses qui ont été dérégulées, les lois qui ont été affaiblies, etc. Donc là, on passe à autre chose, c'est-à-dire qu'on passe à un quinquennat de recul, dont le retour des néonicotinoïdes est le plus emblématique et le plus grave, puisqu'en fait, les poisons en question, ils auront encore des conséquences dans 20 ans, en fait, hein, dans les champs où ces produits sont mis, ça aura encore des conséquences pour la biodiversité dans 20 ans, donc c'est extrêmement grave. La deuxième différence, c'est qu'avec le quinquennat Hollande, c'est que du temps du quinquennat Hollande, le pouvoir était extrêmement docile avec les lobbies, mais avait le rapport au lobby un peu honteux. Vous voyez, c'est-à-dire il fallait le faire, mais pas tellement le dire, tandis que là, le pouvoir actuel l'assume complètement. Ils ont assumé même, par exemple, des amendements de Total sur l'huile de palme en plein hémicycle de l'Assemblée nationale. Il manquait juste, cet amendement est présenté par Total pour que le tableau soit complet. Donc, en fait, dans le discours idéologique en fait, du gouvernement actuel sur le rapport à l'entreprise, etc., il y a aussi le fait, par exemple, pour des députés à l'Assemblée nationale, d'assumer complètement de se faire les porte-parole de représentants d'intérêt, qui est des choses que moi, je n'avais jamais vues en 15 ans de mandat parlementaire. C'est-à-dire que c'est même plus caché, si vous voulez, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'on fait même plus semblant en fait. Et pareil, bon là, concernant des décisions récentes hein, ou des annonces récentes sur le nucléaire, alors de façon encore plus spectaculaire sur la politique agricole. Sur la politique agricole, sous les gouvernements précédents, il y avait une cogestion qui ne disait pas son nom. Aujourd'hui, elle dit son nom ouvertement et s'assume comme telle. Donc, c'est plus clair d'un certain point de vue. Merci beaucoup. On a une question de Paul concernant justement les entreprises pétrolières, par exemple. Donc, il demande sur la question de décroissance énergétique, comment amener des grandes entreprises, notamment pétrolières, à arrêter leur exploitation dans des délais compatibles avec l'urgence planétaire? Comment faire entrer le privé dans une logique de planification écologique? Par la norme.
pas par la fiscalité. Je pense que même si la fiscalité peut être un outil, hein, mais cette idée que, si vous voulez, en taxant le carbone, on va rendre les choses vertueuses petit à petit, etc., d'abord renvoie le problème, qu'on le veuille ou non, à un mécanisme de marché et non pas d'ordre public environnemental. Or, en fait, aujourd'hui, il faut un ordre public environnemental. Voilà. Et donc, le premier ordre public environnemental, c'est que c'est interdit de créer des nouvelles capacités d'exploitation des énergies fossiles. Et ensuite, on doit discuter avec ces entreprises de la vitesse à laquelle elles se défont d'un certain nombre d'actifs et de comment elles se redéploient vers de nouvelles activités ou de nouveaux types d'énergie, puisque ce sont de grandes entreprises, mais par la norme, en fait, par les règles. Il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, quand au siècle dernier ont été mises en place les règles sociales fondamentales, ou quand même avant a été interdit le travail des enfants, il y avait les mêmes chansons qu'aujourd'hui, en fait. L'économie va s'effondrer, tout va s'arrêter, nous ne pourrons pas survivre, etc. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut des règles écologiques. Et ces entreprises doivent être soumises à des règles écologiques, à des normes. De la même façon qu'il y a un temps de travail limité, qu'il y a des congés payés, etc., bah, il doit y avoir des règles écologiques qui, aujourd'hui, n'existent pas. Question de Clémence Hubert. Comment concevez-vous une réforme de l'aménagement du territoire en accord avec un mode de vie plus sobre? Ok, je vais venir sur l'aménagement du territoire. Juste une chose, c'est qu'en fait, la façon dont les banques aujourd'hui dépendent dans leurs actifs des énergies fossiles est aussi un risque financier et un risque d'instabilité majeur qui est maintenant identifié comme une vulnérabilité. Donc, voilà, c'était juste pour compléter la question des entreprises pétrolières. C'est-à-dire que c'est aussi au niveau de la finance qu'il faut agir, et c'est par ailleurs, ça devient une question de sécurité économique. Sur l'aménagement du territoire, le premier problème, qui ne répond pas complètement à la question, hein, mais le premier problème, c'est déjà de ne pas aggraver la situation. Alors aujourd'hui, en France, tous les jours, partout, dans tous les territoires, on continue de mener à bien des projets ou des réalisations qui aggravent l'empreinte écologique, détruisent des terres agricoles, détruisent des espaces naturels, allongent les distances, vont faire travailler les gens loin de là où ils vivent, etc., etc., etc. Donc, le premier élément sur l'aménagement du territoire, c'est de changer de logiciel. Pour les élus locaux, de comprendre que, par exemple, quand on a une commune rurale, l'avenir de la commune rurale passe par le fait de retaper le centre-bourg et de le revitaliser, plutôt que de faire un nouveau lotissement et une nouvelle zone d'activité. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, je renvoie vraiment aux travaux du Forum Vie Mobile, parce qu'eux, ils ont compté qu'il fallait entre 10 et 20 ans, en fait, pour avoir arriver au résultat, en fait, qu'on cherche à atteindre en termes de sobriété. Mais en fait, ils montrent dans leurs travaux qu'il y a déjà plein de choses de bon sens hyper évidentes qui pourraient être faites tout de suite et qui ne le sont pas. Alors, ils prennent l'exemple de l'Île-de-France, si vous voulez, où vous avez, par exemple, quelqu'un de l'Essonne qui va venir travailler dans un service public à Paris, tandis que quelqu'un de Paris va aller travailler dans le même service public de l'Essonne. Je vous prends cet exemple aussi simple, en fait, puisqu'ils prennent plein d'exemples comme ça, très concrets, en disant, ben, en fait, déjà, dans les services publics et dans les entreprises, on devrait pouvoir échanger les postes, en fait, en fonction de là où on habite, etc. Donc, en fait, ils sont dans une approche qui est une approche, j'allais dire, hyper pragmatique, en fait, hyper opérationnelle, de déjà, là, comment, dans toute une série de situations et d'endroits, on peut réduire le nombre de kilomètres parcourus, là où c'est possible, dès aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors une autre question, je ne sais pas si on va réussir à toutes les faire, mais on essaie d'avoir des questions de différentes personnes. Une question de Charles. Quelle est votre position sur les énergies renouvelables, éoliennes et solaires en France, et sur l'investissement à venir de la France dans l'éolien au vu de ses conséquences écologiques, économiques, etc., et de l'échec de cette politique en Allemagne? Alors, tous mes amendements sur le sujet ont été refusés à l'Assemblée nationale. Donc, il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans le débat sur les énergies renouvelables en France. La première, c'est qu'il y a un focus sur les énergies renouvelables électriques qui occulte l'immense chantier qui doit être celui de la chaleur renouvelable. Et donc, par exemple, en France, on a arrêté de développer du solaire thermique, alors que le solaire thermique est particulièrement intéressant. Par exemple, en France, il y a des nouvelles solutions techniques de géothermie peu profondes qui ne sont pas développées, alors qu'il y a un gisement majeur par rapport à la problématique du chauffage. Et donc, il faut se sortir, si vous voulez, d'une vision où, en fait, le débat, il est enfermé sur les énergies renouvelables électriques intermittentes et il ne considère pas, en fait, l'ensemble des énergies renouvelables par rapport aux usages et par rapport aux besoins en tenant compte du besoin de chauffage. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je suis totalement intraitable sur le fait qu'on ne doit pas, dans notre pays, déshabiller Paul pour habiller Jacques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de solution parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, toute production énergétique, même renouvelable, elle a des impacts environnementaux et qu'on doit tout comparer en analyse de cycle de vie et par rapport à une empreinte écologique globale. Bon, il n'y a pas de trucs qui n'ont pas d'empreinte écologique. Bon. Maintenant, en fait, donc par exemple, quand j'étais au ministère, j'ai interdit ce qu'avaient autorisé mes prédécesseurs sur les parcs solaires au sol dans des espaces agricoles. Voyez, enfin, le n'importe quoi.com, c'est-à-dire de gâcher des espaces naturels pour faire des énergies renouvelables, quand dans le même temps, toutes les surfaces de supermarchés, tous les parkings où on pourrait mettre des ombrières, toutes les friches industrielles abandonnées, etc., sont laissées en jachère et on n'y fait rien. Donc, il y a en tout cas pour le photovoltaïque, il y a des possibilités et des gisements énormes en France qui ne sont pas utilisés aujourd'hui. Et par exemple, actuellement, je m'oppose au projet, alors je ne sais plus comment il s'appelle, Oriseo ou je ne sais pas quoi, de Engie, qui consiste à vouloir faire du solaire et de l'hydrogène en rasant un bout de la forêt de Gascogne en Gironde, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et il ne faut pas que ça s'étonner que ça suscite des protestations. Deuxièmement, sur l'éolien, on n'a pas encore atteint les objectifs. On est confronté à un problème qui est celui de la dérégulation. C'est-à-dire d'un système qui est complètement anarchique, en fait, avec des développeurs qui essayent de développer des projets sans qu'il y ait une vraie planification territoriale, respectueuse des habitants, respectueuse des paysages, etc. Donc, à mes yeux, on peut tout à fait atteindre les objectifs de la France en ce qui concerne l'éolien. Par une nouvelle logique. Donc, je connais très bien le problème puisque je suis dans un département qui concentre toutes les éoliennes de Nouvelle-Aquitaine qui sont dans le sud des Deux-Sèvres, chez moi, là où j'habite. Et en fait, nous, on vit en plein dans ce débat aujourd'hui puisqu'en fait, au début, les habitants, tout le monde était très content qu'il y ait des éoliennes qui se fassent, mais là, on commence à être complètement encerclé et on n'a pas de maîtrise en fait sur les choix qui sont faits. Il y a des villages qui commencent à être saturés d'éoliennes de partout, ça ne va pas du tout en fait.
Et on peut faire tout à fait autrement, tout en respectant les objectifs de la France en matière d'énergie éolienne, qui doivent être atteints, voilà, parce que ça reste quand même une des énergies les plus compétitives, l'éolien terrestre. Très bien. Question de Xavier Douarnenez. Selon vous, est-ce que le capitalisme, tendance libérale ou socialiste, est compatible avec la préservation de l'environnement, des êtres humains et des animaux? Tendance libérale ou tendance socialiste? Ni le capitalisme, ni le socialisme, en fait. Parce que souvent, derrière la question du capitalisme, il y a l'idée qu'il y aurait un autre... il y aurait un système alternatif. Voilà. Donc, en fait, la négation des limites planétaires est le grand point commun de l'idéologie du capitalisme comme du marxisme, qui toutes les deux considèrent qu'il faut augmenter la production pour réaliser l'épanouissement humain. Dans le manifeste du Parti communiste, donc qui dénonce le capitalisme, etc., la première phrase, c'est toute l'histoire, alors excusez-moi, je la cite de par cœur, donc ce n'est pas tout à fait exact, mais toute l'histoire des sociétés, des origines à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes, c'est-à-dire que la nature, le vivant, la terre, etc., ça n'existe pas dans l'histoire. C'est qu'une histoire des humains entre eux, et pas des humains avec l'endroit où ils vivent, c'est-à-dire la terre. Et c'est ces visions-là dont il faut aujourd'hui se défaire. Concrètement, pour moi, ça passe par pas du tout le fait, si vous voulez, de dénoncer des mots d'ordre du type « il suffit de sortir du capitalisme et puis on est content, on a un joli mot d'ordre et en fait, il ne se passe rien ». Ça passe par la régulation écologique et sociale de l'économie de marché. C'est en termes opérationnels la conséquence dont qu'il faut tirer des limites planétaires. Et après, oui, il y a un changement culturel beaucoup plus profond dans le rapport à l'accumulation, à la possession, à la propriété par rapport à l'usage, qui est inhérent au capitalisme, c'est évident. Mais qui est antérieur dans l'histoire. Vous aviez une grande enquête qui a été publiée il n'y a pas longtemps qui montrait que tout ça était déjà dans la Bible. Je pourrais vous faire un long développement aussi sur en quoi, en fait, le problème n'est pas seulement de s'affranchir du capitalisme, mais aussi du patriarcat et en quoi, dans l'histoire, en fait, tous les problèmes sont liés aussi à la domination des femmes par les hommes, etc. Donc, je me méfie en fait du mot d'ordre simpliste sur tout ça, c'est la faute au capitalisme, et puis voilà, parce que c'est plus compliqué que ça, y compris historiquement. Merci beaucoup. On peut peut-être prendre, si vous me permettez, Adrien et Camille, on prend encore une ou deux dernières questions et puis on laissera Henri Jaffeux qui nous a rejoint juste au moment où on démarrait. Henri, je te laisserai conclure si tu veux bien, parce qu'il faut qu'on s'arrête à 14h. Merci Cécile. Oui, on voulait vous poser deux dernières questions. Une question d'Alexandre Auvray. Pensez-vous que le low-tech soit un concept pertinent et ou appropriable par les aménageurs du territoire? Oui, pas que les aménageurs du territoire, mais l'avenir est au low-tech, assurément. Et puis juste peut-être tout de suite pour enchaîner sur la deuxième question, comme ça on perd pas forcément de temps, c'est Cécile Blatrix qui demande, dans le cadre de nos formations alliant écologie et sciences politiques, nous sommes de plus en plus confrontés à l'éco-anxiété de nos étudiants, nos étudiantes, que nos cours peuvent contribuer à amplifier. Je sais que vous réfléchissez à cette question, pouvez-vous nous en dire deux mots? C'est très, très, très important. Donc, la première chose à faire,
Donc d'abord, je pense que tout le monde est concerné par l'éco-anxiété, y compris ceux qui la refoulent ou qui ne veulent pas, ou qui même parfois sont dans des discours qu'on dirait du déni climatique. En fait, le déni est aussi une des formes d'expression de l'éco-anxiété. C'est très bien montré dans un livre qui s'appelle « Le syndrome de l'autruche » de George Marshall, qui a étudié les climato-sceptiques américains et qui montre qu'en fait, leur inconscient a complètement intégré la menace, en fait, et que le logiciel du déni est un logiciel dans lequel c'est l'inconscient qui parle. L'éco-anxiété, en fait, n'est pas une pathologie. C'est ça peut prendre après des manifestations pathologiques, mais je pense que c'est extrêmement important de le dire. C'est normal et c'est légitime de ressentir de l'éco-anxiété et d'être affecté par l'angoisse existentielle à laquelle nous confronte l'appropriation et la compréhension des données scientifiques sur le climat ou sur le vivant. C'est parfaitement normal. Et donc, vraiment, la première recommandation, en fait, c'est d'en parler. Et ce qui signifie, en fait, dans la culture française, dans laquelle et c'est là qu'il y a une dimension écoféministe dans ce que je vais dire. En France, on ne parle pas des émotions, en fait. Et en fait, moins on en parle, les émotions, plus, vous voyez, de ne pas oser dire qu'on ressent de la tristesse parce qu'un paysage de son enfance a été détruit, ou de pas oser dire qu'on est bouleversé quand on voit des humains être mis dans des salles de refroidissement au Canada, ou le métro envahi par l'eau en Chine, ou cette scène du ferry qui s'éloigne d'une île complètement en feu en Grèce. En fait, ce qui est anormal, c'est de ne pas être sensible à ça. Donc, nous, on travaille dessus justement pour pouvoir d'abord être un lieu de parole, et puis aussi par rapport à la question que vous posiez, c'est-à-dire chaque fois que on aborde les enjeux écologiques, ou par exemple, on va faire une séance de formation sur les limites planétaires ou le dernier rapport du GIEC, comment en fait on prend un temps pour parler des émotions, et que toutes les personnes puissent les exprimer. Et après, bon, d'un point de vue militant, c'est vrai que l'énergie émotionnelle est mise dans l'action, en fait, pour changer les choses. Et chacun à sa façon, pas forcément non plus d'un point de vue militant, mais chacun à sa façon dans sa vie, dans son travail, dans son entreprise, etc., va investir en fait aussi ses émotions dans le fait de faire quelque chose d'une façon ou d'une autre. Et l'autre chose que nous ont dit les spécialistes qu'on auditionne là progressivement sur cette question, c'est que en fait, le contact avec la nature est le plus puissant, non pas remède, parce que ce n'est pas une maladie, mais fait du bien. Voilà, ramène de l'apaisement et la concentration sur le présent et sur des choses belles et agréables, et que donc il faut aussi soigner les émotions positives, en fait, voilà, faire grandir la place qu'ont dans nos vies les émotions positives. Mais pour moi, c'est une question politique, c'est pas juste comment on fait chacune et chacun d'entre nous avec, c'est aussi une question politique, parce que ça a des conséquences en termes de psychologie sociale collective de la société. Quand deux tiers des jeunes sont sujettes à l'éco-anxiété, ça devient un potentiel sujet de santé publique émergent, comme on dit, dans le langage techno. Merci beaucoup. Je voulais juste remercier Julie Cointement pour son travail de l'ombre qui nous a permis de réunir toutes les questions du chat. Et puis merci à vous, simplement, on va passer la parole à Henri Jaffeux, Camille Rod. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Merci en tout cas. Oui, merci beaucoup. C'était un échange vraiment très intéressant. Ça nous permet un petit peu, nous, en tant qu'étudiants, de pouvoir échanger avec d'anciens ministres. Donc, c'est vraiment une expérience vraiment unique. Merci. Ben, merci à vous et bon courage pour vos études. Travaillez bien. Merci.